On dit souvent que l'on a travaillé comme un bœuf ou que l'on a fait un travail de fourmi. Cela signifie-t-il que le travail aurait une dimension animale aussi, ou bien au contraire ne serait-il pas que spécifiquement humain et le propre de l'homme? Alors sur la question du travail, il y a un auteur qui va nous aider, c'est Karl Marx. Karl Marx réfléchit beaucoup au travail au XIXe siècle. Et dans Le Capital, il compare le travail de l'animal, de l'insecte, à celui de l'humain. Il écrit ceci. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Elle le confond, c'est-à-dire qu'elle le surpasse, ou au moins elle l'égale. Mais, poursuit Marx, ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de construire dans la ruche. Il fait des plans. Alors évidemment, la question que l'on devra se poser ici avec Karl Marx, c'est de savoir si toutes les formes du travail humain correspondent à cette vision d'une activité finalisée qui permet à l'homme de déployer l'ensemble de ses capacités. La division manufacturière des tâches noie l'humain dans une grande machine et ne réclame plus de lui que de l'efficacité et de la productivité. Et Marx voit dans ce devenir prolétaire de l'humain une aliénation. En effet, l'aliénation, c'est devenir autre, ou plutôt devenir étranger à soi-même, perdre sa liberté. Alors contre cela, l'histoire nous l'a montré, l'actualité nous le montre encore. Il y a des solutions juridiques, des solutions politiques, mais qui ne s'obtiendront que par un combat. Cette liberté sera toujours une libération. Ce que je vois, moi, René Descartes, homme du XVIIe siècle, c'est qu'il est possible, enfin, de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie. Et au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrons employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Pour moi donc, la technique est au service de la vie. Elle est un principe d'ordre, non pas de destruction. Songez par exemple à la science et à la technique médicale, qui permettent aux médecins de rétablir l'équilibre du corps. Et donc, la maîtrise n'est pas ici un rapport de force, une puissance aveugle. Non, pas du tout. La technique ne peut être dissociée de la science, et pas non plus de la sagesse. Et tous ceux qui, soucieux d'écologie et d'éthique, diront, plusieurs siècles après moi, qu'il faut maîtriser notre maîtrise, auront sans doute bien raison. Mais moi, Descartes, je voudrais ajouter ceci. J'attends de la technique qu'elle régénère notre existence déchue depuis le péché originel d'Adam et Ève. Et finalement, par l'efficacité technique, c'est le travail lui-même qui disparaîtra, parce que la nature ne nous opposera plus aucune résistance. Elle ne sera plus ce lieu d'exil où nos ancêtres Adam et Ève ont été déchus, vous vous souvenez? Dieu disant à Adam, « Désormais tu travailleras, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Et parce qu'elle fera enfin disparaître l'effort et le travail, la technique nous donnera notre liberté, ici et maintenant.